Bientôt, nous pourrions voir un oiseau géant, disparu il y a 600 ans, marcher à nouveau sur Terre. L'argent est déjà là, avec la somme colossale de 435 millions de dollars, et les laboratoires sont en marche. Mais qu'essaie-t-il exactement de ramener à la vie? Une entreprise appelée Colossal Bioscience affirme vouloir ressusciter des animaux disparus, et elle s'attaque maintenant à l'une des créatures les plus étranges que l'humanité ait jamais éradiquées, le moa géant. Il y a des centaines d'années, ces oiseaux énormes parcoururent les forêts de Nouvelle-Zélande. Certaines espèces étaient vraiment petites, à peu près de la taille d'une dinde, mais d'autres pouvaient atteindre jusqu'à 3,30 m de haut. C'est plus haut qu'un panier de basket. Et les plus grands spécimens pouvaient même atteindre 3,70 m. Imaginez un oiseau gigantesque, ressemblant à un croisement entre un émeu et une autruche, dominant de toute sa hauteur et courant dans les bois sans ailes, et totalement incapable de voler. Oui, c'était le géant moa. Il vivait paisiblement dans son pays natal jusqu'à l'arrivée des humains, et en à peine quelques siècles, le moa avait disparu. Aujourd'hui, les scientifiques disent vouloir ramener cet oiseau à la vie. Vous vous souvenez peut-être de l'entreprise qui a choqué Internet en affirmant avoir ressuscité le loup terrible. Maintenant, elle fait une nouvelle annonce majeure. Ils veulent recréer toutes les 9 espèces de moa. Pour l'instant, il n'existe plus aucun moa. Nous n'en avons pas ramené un seul à la vie, car c'est extrêmement difficile à faire. Le moa a disparu il y a environ 600 ans, et ses plus proches parents vivants aujourd'hui sont de petits oiseaux appelés tinamous, qui vivent à des milliers de kilomètres de là, en Amérique du Sud. Pire encore, ils se sont séparés des moas il y a environ 50 à 60 millions d'années. C'est plus ancien que beaucoup de montagnes sur Terre. En d'autres termes, l'idée consiste essentiellement à reconstruire quelque chose qui est séparé des animaux modernes par une immense période de temps. Personne ne peut même commencer ce projet sans une chose cruciale, de l'ADN utilisable. Cela signifie qu'il faut fouiller dans d'anciens ossements de moa et espérer trouver de minuscules fragments de matériel génétique qui ont survécu après des centaines d'années, et il y a énormément d'ossements à examiner. La plus grande collection privée au monde de restes de moa contient environ 300 à 400 ossements recueillis au fil des années. Les scientifiques prévoient de scanner ces fossiles pour trouver l'ADN le mieux préservé possible, et ce n'est même pas la partie la plus difficile. Ce qui est vraiment compliqué, c'est de comparer l'ADN du moa à celui d'oiseaux vivants comme les tinamous et les émeus. En les comparant, les scientifiques peuvent déterminer quels gènes contrôlaient la taille gigantesque du moa, sa croissance et d'autres caractéristiques. Les émeus pourraient devenir particulièrement importants pour une raison, leur taille. Les œufs de moa étaient énormes. Ce n'est pas étonnant, leurs embryons auraient eu besoin d'énormément d'espace et d'énergie pour se développer. Et comme les émeus pondent certains des plus gros œufs parmi les oiseaux vivants, les scientifiques pensent qu'ils pourraient aider à résoudre une partie de ce problème. Colossal Bioscience a déjà affirmé avoir ramené les loups terribles à la vie, mais comparé à cette expérience, la nouvelle est bien plus extrême. Le projet précédent n'avait modifié que quelques gènes chez les loups gris. Pour ramener un moa, les scientifiques devraient effectuer bien plus de modifications génétiques, peut-être des milliers, voire des millions. Heureusement, il reste encore beaucoup de temps pour comprendre comment bien faire les choses. Certains scientifiques ne sont pas convaincus. Ils disent que même si le projet fonctionne, le résultat ne serait pas le véritable moa. Ce ne serait tout simplement qu'un animal moderne avec un ADN modifié. Il pourrait ressembler à un moa en apparence, mais ce ne serait pas la même chose. En plus, il y a un problème plus important. Même si l'entreprise parvient à créer ces animaux, on ne sait pas vraiment où ils pourraient vivre. La Nouvelle-Zélande a changé et la plupart des forêts sont désormais différentes. Beaucoup des animaux qui vivaient autrefois avec le moa ont maintenant disparu. Donc, même si les grands oiseaux revenaient, ils n'auraient probablement plus vraiment leur place dans le monde d'aujourd'hui. Aussi triste que cela puisse paraître, nous ne ferions que créer une pièce de musée vivante. En même temps, tout ce travail génétique n'est pas inutile. Il aide à sauver des espèces qui existent encore aujourd'hui. Prenez le putois à pied-au noir, par exemple. Il a échappé de justesse à l'extinction grâce aux outils génétiques et aux programmes d'élevage. Ces outils sont vraiment utiles pour la conservation réelle, comme pour augmenter la diversité génétique chez les loups rouges et dans de nombreux autres projets. Ce travail est déjà en cours dans des endroits comme la Caroline du Nord et ailleurs. En ce moment, la Terre traverse ce que les scientifiques appellent une 6e extinction de masse.
Les espèces disparaissent à un rythme rapide, souvent avant même que nous ayons eu la chance de les étudier, et c'est pourquoi toute cette idée semble controversée. Recréer des animaux disparus comme le moa ou le mammouth semble cool et impressionnant, mais cela ne répare pas les dégâts qui se produisent actuellement. Ne devrions-nous pas nous concentrer sur le sauvetage des espèces que nous avons encore, plutôt que de consacrer autant d'efforts à recréer des espèces disparues comme le loup terrible? Qu'en pensez-vous? Au fait, en parlant de loup terrible, le loup terrible était l'un des plus grands loups ayant jamais vécu en Amérique du Nord pendant l'ère glaciaire. Il avait un crâne massif, pouvant atteindre 30 cm de long, et ses dents étaient plus grandes et plus solides que celles des loups gris actuels. Il n'était pas tellement différent en taille des plus grands loups gris vivants aujourd'hui, environ 97 cm au garrot et jusqu'à 175 cm de long. Les gens ont découvert les premiers fossiles en 1854 près de la rivière Ohio, dans l'Indiana. Quelques années plus tard, en 1858, un paléontologue les a étudiés et a donné son nom à l'animal. Loup terrible signifie en gros loup effrayant. Ces animaux sont apparus pour la première fois il y a environ 250 000 ans et ont disparu il y a environ 10 000 ans à la fin de l'ère glaciaire. En 2025, Colossal Bioscience a présenté 3 louveteaux, Romulus, Remus et Khaleesi, et les a qualifiés de première déextinction réussie au monde. On aurait dit qu'une espèce disparue depuis des milliers d'années était soudainement de retour, mais beaucoup de biologistes n'y ont pas cru. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucune étude évaluée par des pairs, ni aucune analyse génétique publiée, seulement des déclarations de l'entreprise et une couverture médiatique. C'est ainsi que la controverse a commencé. Apparemment, ces animaux n'étaient pas d'anciens loups terribles. En réalité, il s'agissait toujours de loups gris avec un petit nombre de modifications génétiques, quelques dizaines de changements, pas une reconstruction complète d'un animal éteint. Les véritables loups terribles n'étaient pas simplement des versions plus grandes des loups actuels. Ils se sont séparés des loups gris il y a des millions d'années. En termes évolutifs, ils sont aussi éloignés des loups modernes que les humains le sont des chimpanzés. Donc, ce que l'entreprise a réellement créé ressemblait davantage à un loup modifié qui imitait un animal éteint. Mais le problème, c'est que l'apparence n'est pas la même chose que la biologie. Certains animaux peuvent se ressembler, mais leur génétique, leur comportement et leur rôle ne seraient pas les mêmes. Dans ce cas, la déextinction ne ramène pas réellement quelque chose, mais construit un nouvel organisme qui ressemble à quelque chose du passé. Si vous alignez le génome d'un loup terrible avec celui d'un loup gris, vous verrez des millions de différences. Mais ce que nous avons maintenant, c'est comme un sur 100 000 d'un véritable loup terrible. Colossal Bioscience a commencé avec des loups gris et a modifié environ 20 gènes à 14 endroits dans l'ADN. Le résultat ressemble un peu plus à un ancien prédateur, mais sous le capot, cela reste simplement un loup gris. Certains scientifiques vont même jusqu'à comparer cela à cette idée. Vous modifiez un peu un chimpanzé et vous l'appelez un humain. Ça ne fonctionne tout simplement pas comme ça. L'écart est bien trop grand. Les loups gris et les loups terribles se sont séparés il y a des millions d'années. Ils ont suivi des trajectoires évolutives complètement différentes. C'est pourquoi les critiques disent que 20 modifications, c'est comme coller des autocollants sur un téléphone et l'appeler un nouveau modèle. Certains chercheurs sont encore plus directs. Ils affirment que tout le projet est en quelque sorte trompeur, et même si ces animaux se ressemblent, ils ne se comporteront pas comme de vrais loups terribles. Après tout, leurs proies et leur monde ont disparu depuis longtemps. Les relâcher dans la nature est donc une option inenvisageable. Tout l'Internet est en effervescence à propos d'une découverte inhabituelle sur Google Maps en Antarctique. Au sud-est de la station Showa du Japon, quelqu'un a remarqué une porte géante se démarquant dans le paysage glacé. Certains l'appellent la maison de vacances de Bigfoot ou une navette de Star Trek. D'autres disent que c'est la porte d'un Boeing soufflé par le vent qui s'est d'une manière ou d'une autre retrouvé dans la neige. Les scientifiques ont une explication bien moins excitante. Il semble que ce que l'on appelle porte fait en réalité partie de la banquise rapide. Elle flotte près de la côte, où l'eau est peu profonde, et des îles sont disséminées tout autour. Ce lieu pourrait simplement être un iceberg qui s'est coincé et fond lentement là où il est. Vous pouvez voir d'autres icebergs à proximité dans la même zone. La glace s'écoulant autour d'un rocher solide sous-marin pourrait avoir formé un motif naturel. La glace est assez mince ici, et à cause des rochers en dessous, la glace forme des formes uniques.
Les géologues ajoutent que la découverte mystérieuse n'est en fait qu'une crête rocheuse qui dépasse parce que le niveau de glace a diminué légèrement. Le sommet de celle-ci est la crête, et les côtés sont deux queues de neige, de longues traînées de neige façonnées par le vent. Ces queues de neige montrent la direction dans laquelle le vent souffle généralement dans cette zone. La précédente découverte mystérieuse sur Google Maps en Antarctique était une pyramide qui s'est avérée être une montagne. Vous pouvez facilement la trouver si vous faites défiler jusqu'au mont Ellsworth. C'est la plus haute chaîne de montagnes en Antarctique, et elle s'étend sur presque 402 km. Ce n'est pas la première pyramide sur ce continent, car des explorateurs de l'expédition britannique en Antarctique, entre 1910 et 1913, ont découvert une autre montagne de forme inhabituelle et l'ont surnommée la pyramide. Mais celle-ci n'avait même pas une forme pyramidale, en fin de compte, donc non, il n'y a pas de pyramides en Antarctique. Désolé de vous décevoir. En 2011, des scientifiques chiliens ont découvert un fossile étrange en Antarctique qui ressemblait à un ballon de football écrasé. Il a reçu le surnom de la chose parce qu'il ressemblait à quelque chose d'un film de science-fiction. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un œuf géant à coquille molle vieux d'environ 66 millions d'années. Il mesurait plus de 28 cm de long et 17 cm de large. Le seul œuf plus grand, jamais trouvé, était celui de l'oiseau éléphant de Madagascar, aujourd'hui disparu, qui mesurait 1,5 fois la taille de Michael Jordan, 2,9 mètres. L'œuf antarctique est également spécial, car c'est le premier œuf fossile jamais trouvé dans cette partie du monde. Donc, celui qui l'a laissé là devait être énorme, probablement un grand reptile marin qui vivait il y a longtemps, comme un mosasaure. Cela est surprenant car la plupart des scientifiques pensaient que ces créatures ne pondaient même pas d'œufs. L'œuf est également unique car il a une coquille mince et sans pores, ce qui est totalement différent de la plupart des œufs de dinosaures. Les scientifiques ont fait beaucoup de recherches et étudié 259 types de reptiles vivants, comme les lézards et les serpents, et leurs œufs. À partir de cela, ils ont déterminé que la créature qui a pondu l'œuf mesurait probablement au moins 7 mètres de long, 1 fois et 1/5 la taille d'une girafe, sans compter sa queue. Pendant la période du Crétacé supérieur, de 100,5 millions d'années à 66 millions d'années, cette partie de l'Antarctique aurait pu servir de nurserie. Les paléontologues ont trouvé des os de petits mosasaures et plésiosaures dans la même région, ainsi que des os de ceux déjà adultes. Si vous avez déjà perdu votre pièce d'identité et que vous ne parvenez toujours pas à la retrouver, essayez de regarder sous la glace antarctique. Eh bien, du moins, cela a fonctionné pour un homme qui a retrouvé sa carte d'accès à la sécurité après 21 années. Rod Budd, un technicien étudiant la vie marine sur le fond marin antarctique, a repéré la carte alors qu'il plongeait dans un endroit appelé le Cap Evans. Rod a pensé qu'il pourrait s'agir d'une carte de crédit, alors il l'a mise dans sa poche et a continué de travailler. En regardant de plus près, il a réalisé qu'elle appartenait en fait à quelqu'un nommé David McCall. La carte est restée avec l'institut de recherche où travaillait Rod pendant 8 années supplémentaires, avant qu'il ne parvienne enfin à retrouver David. Il s'est avéré qu'il n'avait jamais été en Antarctique. En 2003, quelqu'un a cambriolé sa voiture à Wellington, en Nouvelle-Zélande, et ils ont jeté le contenu de sa mallette dans le port. Ainsi, la carte a parcouru plus de 3862 km en 13 ans. Il n'existe pas de courants océaniques qui se déplacent directement de Wellington au Cap Evans. Si la carte a traversé différents courants océaniques, le voyage aurait pris environ 1000 ans. Ainsi, elle s'est peut-être attachée à quelque chose d'autre qui pouvait flotter plus facilement, comme un morceau de débris ou une plante qui peut pousser sur des objets et les rendre flottants. Ou peut-être que la personne qui a pris la mallette de David était sur un bateau se rendant en Antarctique. Ou que la carte s'est d'une manière ou d'une autre collée au fond d'un bateau de recherche qui a fini par y aller. Au cas où vous voudriez voir probablement la découverte la plus cool de l'Antarctique, vous devez vous rendre à l'exposition universelle de 2025 à Osaka, Japon. Ils y exposeront une météorite de la taille d'un ballon de rugby qui vient de Mars. Une équipe de recherche japonaise l'a trouvée en Antarctique en l'an 2000. Ils croient qu'un impact massif d'astéroïdes a arraché la météorite de sa planète d'origine avant qu'elle ne traverse l'espace et n'atterrisse sur Terre. C'est l'une des plus grandes météorites martiennes jamais trouvées, pesant 12 kg. Les scientifiques ont étudié le gaz à l'intérieur de la roche pour confirmer qu'elle vient de Mars, et ils ont également trouvé des minéraux spéciaux à l'intérieur qui se forment en présence d'eau. Cela signifie que Mars avait probablement de l'eau il y a longtemps. Ainsi, l'étude de la roche peut nous aider à en savoir plus sur la possibilité que la vie ait existé sur la planète rouge. Une équipe d'experts en acoustique a découvert un énorme canyon sous-marin en Antarctique grâce au mauvais temps.
Ils ont dû suspendre leur travail à la station de recherche Casey. Au lieu d'attendre, ils ont décidé d'utiliser ce temps libre inopiné pour cartographier le fond marin près du glacier Adams. Et c'est ainsi qu'ils ont découvert un canyon de près de 2133 mètres de profondeur, presque 9144 mètres de large, et qui s'étend sur plus de 45 km à partir du glacier. Le brise-glace sur lequel il se trouvait utilise un outil spécial appelé écho-sondeur multifaisceau. Il émet des ondes sonores en forme d'éventail sous le navire, puis écoute les échos pour créer une carte détaillée du fond océanique. Pendant la cartographie, ils ont découvert seulement une partie du canyon avant de devoir retourner à la station de recherche. Mais lorsque le mauvais temps est revenu, le navire est retourné et a cartographié encore plus de la zone. Ils travaillaient parmi des vagues allant jusqu'à 4 mètres de haut et des vents allant jusqu'à 50 nœuds, mais ils ont tout de même réussi à obtenir environ 15 heures de données pour compléter leur carte. Sur le chemin du retour vers l'Australie, ils se sont arrêtés une dernière fois pour combler les lacunes sur la carte. Cette technologie de cartographie avancée aide les scientifiques à en savoir plus sur l'histoire des glaciers et les interactions océaniques en Antarctique. Un scientifique parcourait des images satellites à la recherche de traces brunes des déjections de manchots et a découvert 4 nouvelles colonies de manchots empereurs en Antarctique. Cela signifie qu'il y a maintenant 66 colonies de reproduction pour cette espèce vulnérable. Ces nouvelles colonies existent probablement depuis des années, bien qu'elles soient pour la plupart petites, avec moins de 1000 couples de manchots reproducteurs chacune. Certaines de ces colonies sont proches d'autres zones de manchots, comme celle qui n'est pas loin d'une ancienne station de recherche qui n'a jamais signalé de manchots à proximité. L'une des nouvelles colonies a été découverte près d'un endroit appelé la barrière de glace Lazarev, où il y avait jadis une grande colonie de manchots. On pensait que cette colonie avait disparu en 2019, mais il semble que les manchots se soient simplement déplacés un peu à cause des conditions changeantes de la glace de mer. Si nous ajoutons les manchots nouvellement découverts à la population totale de cette espèce, cela ne change pas beaucoup la situation. Mais cela peut aider les scientifiques à voir comment les manchots empereurs s'adaptent aux conditions changeantes.